Workplace Magazine présente Studio W, un nouvel éclairage sur l'environnement de travail. Dans cette nouvelle série de podcasts sur l'aménagement, on s'interroge sur l'esthétique et les enjeux d'image associés aux espaces de travail. L'épisode d'aujourd'hui a été réalisé avec le soutien de 3DS Group. 3DS Group, l'art de marquer les esprits avec des projets de signalétique et branding uniques. Le visage du bureau a bien changé depuis sa première jeunesse au XIXe siècle. Entre-temps, il a connu les théories du management et du fonctionnalisme, la poussée de l'urbanisme, l'arrivée de l'open space, de l'informatique, de la visioconférence. Et aujourd'hui, un siècle et demi et une pandémie de Covid plus tard, la question de son apparence, de son esthétique et de son design s'impose comme un sujet de premier plan. On parle désormais image, de marque, branding, vitrine. Le bureau semble à l'image de son époque, un concentré de tendances instagrammables. Les tendances de société, c'est justement son domaine de prédilection pour ce podcast Studio W Aménagement. Je reçois Vincent Grégoire, architecte d'intérieur et designer de formation et directeur de la prospective chez Nelly Rodi. Bonjour. Bonjour. Alors, depuis 1991, pour l'agence, vous observez et analysez les habitudes de consommation, ces évolutions. Et aujourd'hui, on a un petit peu l'impression que le salarié, au même titre que dans sa vie de tous les jours, il est devenu un réel consommateur de son lieu de travail. Alors, question assez simple, qu'est-ce qu'il regarde ? À quoi s'attache-t-il ? Et quels sont les éléments qui font qu'il a le sentiment de se trouver dans un bel endroit ? Alors, je vais évoquer un avant et un après. Il y a eu l'épisode Covid. Avant, ça ronronnait. Bon, il y a eu le phénomène start-up où on envisageait le travail comme un jeu, presque comme une distraction, de l'entertainment, comme disent les Américains, comme un symbole de coolitude. Après des années de structure assez figée, assez normée, il y a eu la période Covid où on s'est retrouvé enfermé et on a reconsidéré le sens de la vie, les valeurs des choses. Et notamment la valeur travail. Est-ce que je dois travailler pour vivre ? Est-ce que je dois vivre pour travailler ? Enfin, on se pose beaucoup de questions. Donc, il y a des valeurs nouvelles qui sont apparues, le bien-être, la santé mentale. C'était des considérations qui étaient à peine évoquées précédemment, enfin, voilà, avant le Covid. C'était du second plan. Oui, ce n'était pas l'élément prioritaire. Bon, on s'intéressait quand même à l'ergonomie du poste de travail, mais est apparu au moment du Covid tous les problèmes de santé mentale. Donc, on a détaché le physique du psychique et on s'est rendu compte que beaucoup d'individus, des jeunes comme des vieux, avaient plus envie de rester chez eux parce qu'ils étaient confortables, avaient moins envie d'affronter l'extérieur qu'on imagine toujours pollué, insécure, à problème. Donc, si on doit revenir dans le monde du travail, dans le présentiel, alors qu'on a goûté au distanciel, il va falloir envoyer du lourd, il va falloir que ça en vaille la peine. On a commencé à adopter des nouvelles postures, à faire de nouvelles propositions. Donc il y a une redéfinition de la notion de travail qui infuse, qui se dilue, qui nourrit, qui enrichit tout cet univers du monde du travail et du monde du bureau. Voilà, donc on est passé de postures assez passives à des postures plus actives. Il y a une espèce de redéfinition. Avant, on subissait, on n'avait pas le choix, de toute façon, son univers de travail. Maintenant, on veut en être le promoteur, l'influenceur, le client. L'acteur. L'acteur aussi, bien sûr. On est sur une scène de théâtre de plus en plus. Et il y a une redéfinition des codes esthétiques, des codes symboliques, des codes fonctionnels du monde du bureau, du monde du travail. Est-ce qu'on peut dire que les entreprises sont allées puiser en quelque sorte massivement dans ces codes d'aménagement du comme à la maison, du confort, pour redonner la main au salarié sur son environnement ? On a amené plus de considération de l'individu, moins de l'employé, avec des rapports dominants, un rapport plus horizontal, un rapport plus partenaire. Avec les humains, on s'est rendu compte. Et ça, c'était aussi dû au fait que la digitalisation, la numérisation envahit beaucoup de choses, avec l'extension notamment de l'intelligence artificielle. Donc la peur de dématérialiser, la peur de disparaître, la peur d'éviter les sujets du monde du travail, ont fait qu'on a recentré sur l'individu, la personne, ce qu'elle ressentait, ce qu'elle vivait, comment elle était composée. Donc on s'est plus intéressé à l'individu qu'à la marque. Voilà, ou en tout cas chercher une harmonie entre l'individu et la marque.
Et ça s'est traduit physiquement comment ? Comme vous le disiez tout à l'heure justement, être comme à la maison. Si possible, mieux qu'à la maison. Bon, c'est bien à la maison, on est protégé, on est douillet, on est cocoon. Donc, pour faire revenir les gens au travail ou leur redonner envie de rééquilibrer le rapport privé-professionnel, on a misé sur le bien-être, sur des réponses particulières à des demandes particulières, plus de confort, plus d'ergonomie, de confort visuel, de confort olfactif, de confort auditif. Cette tendance cocooning, elle n'est pourtant pas apparue avec la crise sanitaire, mais pourquoi on y trouve aujourd'hui un regain d'intérêt ? La tendance cocooning, il fallait affronter l'extérieur qui est quand même toujours perçu comme flippant et angoissant, enfin en tout cas pas très positif. Et on a le sentiment, les gens, les citoyens, les clients, ont le sentiment que les choses se radicalisent, deviennent de plus en plus extrêmes, deviennent de plus en plus intenses et qu'il faut se protéger au maximum, se protéger de tous les toxiques, des gens toxiques, des lumières toxiques qui affaiblissent l'œil, mais même des collègues toxiques, des infos toxiques, enfin tout ce qui n'est pas désiré, tout ce qui est très intrusif, il faut s'en protéger. Donc de là à construire des armures, des barrières pour pouvoir se replier, se protéger. D'ailleurs, la jeune génération plébiscite ce qu'elles appellent les doudous, les safe space. C'est-à-dire il leur faut des espaces de sécurité dans des bulles ultra protégées. Ils sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes à condition que ce soit dans un environnement de plus en plus survivaliste, de plus en plus bunkerisé. On a parlé du cocooning, puis après on a parlé du nesting, et maintenant on parle de bunkering. Le nesting, c'est ? Le nesting, c'est un petit comme un nid, quoi. Il y a des branches à l'extérieur qui font comme une carapace, mais il y a un petit nid douillet à l'intérieur. Et donc c'est une espèce de progression face au bunkering, où là... il y a les attentes des consommateurs sur l'ultra-sécuritaire, les systèmes de protection, des alarmes, les détecteurs, les déclencheurs, enfin tous ces systèmes-là. On a tendance à se bunkeriser. Est-ce que l'open space, dans sa forme un peu traditionnelle, où l'on est à la vue de tous, au milieu des discussions des autres, n'a pas justement joué ce rôle de repoussoir et créé ce besoin de repli ? L'open space a eu ses heures de gloire. Avec le Covid, on est revenu à des échelles plus individuelles. On a goûté au chez-soi. Et du coup, le système de l'open space qui déshumanisait, qui désincarnait, qui désacralisait, a vraiment volé en éclats au profit d'espaces plus hybrides. Donc des attentes de lieux où on peut travailler, mais où on peut aussi se reposer. Des lieux plus complexes, plus illustrant le paradoxe. C'est-à-dire qu'on peut être tout seul, on peut être à plusieurs, enfin des espaces où on a le beurre et l'argent du beurre, où je peux être dans le sérieux ou être dans le ludique, être dans le côté passif, être dans le côté actif, être dans l'attendu et être dans la surprise, être dans le divertissement, mais être aussi dans le gras du travail. Ces nouvelles formes d'aménagement hybride, est-ce qu'elles ne remettent pas un peu d'ordre vis-à-vis de notre rapport au travail ? A fortiori dans une société du loisir dans laquelle on se trouve aujourd'hui. On est un peu revenu des Chief Happiness Officers, de ces startups où on jouait plus au ping-pong, c'était open bar, discothèque. Voilà, il ne faut pas tout confondre. Il y a un retour à des valeurs traditionnelles, à des fondamentaux. Et alors, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est souvent demandé par les plus jeunes, comme s'ils étaient en manque de repères ou en recherche de statutaire, de maturité, d'expérience. Enfin, voilà, une espèce de juste équilibre. Bien sûr que des espaces de détente sont importants pour le bien-être au travail, mais il faut aussi qu'il y ait des espaces de pur travail, de pure production. Voilà, il faut pouvoir choisir. D'où, dans les propositions, justement, ce côté à la carte, pas d'imposer. On bosse bien quand on est bien dans sa tête, bien dans son corps, mais il y a aussi des rapports hiérarchiques qui sont fondamentaux. Il y a aussi, du coup, il y a une tendance à amener des petits effets de surprise, à pas être autant dans le ludique ou lugique comme on l'était avant. Le bureau est-il sensible aux effets de mode ? La tendance, c'est par définition quelque chose qui disparaît, qui est remplacé par une autre.
À l'image des hashtags sur les réseaux sociaux, en quelque sorte. C'est marrant ce que vous dites parce que la tendance, c'est justement de ne pas disparaître. Quand on regarde les réseaux sociaux, notamment TikTok par exemple, précédemment, moi j'ai une expérience de plus de 30 ans dans l'univers de la prospective et de la tendance. Elles apparaissaient, elles disparaissaient, ça durait 6 mois, 1 an, 2 ans, et puis ça disparaissait, ça mutait. Donc là, il y a une accélération et en même temps une stagnation. Quand on regarde TikTok, par exemple, tout est core, balletcore, barbiecore, gorpcore, gorecore, squatterscore. En fait, il y a une espèce d'accumulation des tendances avec des expressions esthétiques très, très différentes et on choisit son camp. Donc, ce qui nous fait un peu peur et nous excite en même temps, c'est le fait qu'elles ne disparaissent pas, elles s'accumulent et que ça crée cette profusion. Alors, je prends un exemple. Il y a une des tendances importantes justement sur TikTok ou Insta, c'est chez les Gen Z, la génération Z, toute cette tendance de girls boss, de jeunes femmes qui se réhabillent, voire se déguisent, voire se travestissent en singeant les codes de la bonne secrétaire, la bonne assistante de direction d'une période hyper classique, hyper statutaire, avec la bonne jupe crayon. Alors les féministes hurlent au scandale, mais la bonne paire de lunettes exagérément grande, voilà, le corsage, enfin les clichés remis en avant pour à la fois rendre hommage et se moquer à ces postures. Voilà, mais ils sont très fiers de gérer un agenda en papier, d'être au service d'eux, d'être très utiles alors qu'on pourrait penser qu'elles sont complètement futiles. Est-ce que ce n'est pas aussi l'expression plus générale d'une nostalgie, cette notion de vintage qu'on retrouve jusque dans le design des objets même? C'est sûr que quand on ne sait pas où on va ou que demain nous fait peur, c'est souvent plus facile. Enfin, c'est une posture qui consiste à regarder en arrière, le c'était mieux avant, et à remouliner. De toute façon, on est dans une période postmoderne. Depuis les premières crises des années 80, on ne fait que du remix, que de la récréation, que du bricolage. On casse et on recolle. Donc, on invente assez peu de choses. On reprend des sons, on remixe, on reprend des images, on reprend des goûts et on les emberlificote pour créer quelque chose de nouveau. Toutes ces postures nostalgiques ou newstalgiques, on fait du neuf avec du vieux. Alors c'est marrant parce que moi j'ai vu des espaces de travail. Moi je suis beaucoup en Corée, en Chine, au Japon. D'accord. Et pas que dans les salons professionnels, aussi dans le concret. Des bureaux nouvellement construits avec du mobilier très vintage, pas forcément très confortable, mais avec un look incroyable. Et la possibilité de choisir son emplacement de travail. Les premiers arrivés le matin choisissent l'endroit où ils ont envie de bosser. Des endroits... flex office. Ouais, voilà, une espèce de flex office, mais on est plutôt aux puces. On a la possibilité d'aller chercher sur des rayonnages des coussins, des accessoires pour... mettre son poste de travail en scène, se l'approprier. Là aussi, c'est une chose qui nous renvoie à une période éloignée que beaucoup d'actifs n'ont pas connue. Oui, mais il y a une petite nostalgie de l'austérité. Il y a le côté en rempart 2. Bon, je ne vais pas vous faire le schéma de ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, mais il y a une forme de retour à l'ordre moral. Le mouvement Tradwife aux États-Unis, où... il y a un retour au classique, il y a un retour aux valeurs sûres, il y a un retour aux fondamentaux. Tous ces questionnements sur l'uniforme à l'école, on entend la même chose, et pas qu'en Asie, en Europe aussi, en Europe du Nord comme dans les pays latins, sur le retour du vêtement de travail, de l'uniforme au travail. Ce côté années 50-60, l'après-guerre, c'est une période, début des 30 Glorieuses. Là, on a l'impression que l'époque, à juste titre, était plutôt bénéfique, enthousiaste, enfin, même s'il commençait à y avoir quelques difficultés, on pensait que les choses, tout allait être mieux, quoi. Donc c'est une période bénie, mais on a aussi une jeune génération qui kiffe les années 90, des aménagements de bureaux des années 90, un peu froid, un peu tech, voilà, les débuts du digital, enfin... Alors c'est précisément sur cette nostalgie et sur ces ressorts que s'appuient des films et des séries à succès, comme... la récente série dystopique Severance, diffusée actuellement sur Apple TV,
Alors, cet exemple, il est intéressant puisque le bureau, il y est représenté dans un style très 90s, tout en incorporant toutes les réflexions, inquiétudes très actuelles sur le travail. Les personnages, pour recontextualiser, travaillent pour l'entreprise fictive Lumen Industries. Les employés y ont subi une opération chirurgicale séparant les souvenirs de leur vie professionnelle et de leur vie privée. Cette entreprise, elle est particulièrement soucieuse de son image de marque, avec les rituels d'équipe, les mugs floqués aux couleurs de la boîte. Mais esthétiquement, par contre, les locaux sont très froids, dénués de couleurs, avec une lumière blanche, le retour du cubicule. Bref, une vision presque angoissante des bureaux. Alors, qu'est-ce que cela vous évoque, Vincent Grégoire ? Qu'est-ce que cela dit, selon vous, du pouvoir de l'esthétique sur notre rapport au travail ? À l'époque, on le voyait comme source de progrès, c'était très futuriste, c'était très utopique, c'était perçu comme assez positif. Et justement, ce qui intéresse la jeune génération, c'est de retrouver ces codes, l'ambiguïté de ces codes et de les détourner. C'est le fait que tout soit dans l'ordre, à sa place, stéréotypé, normé, codé. Ce côté très graphique, finalement, aussi. Ouais, graphique. Et puis, la société, elle fonctionnait, ou elle semblait fonctionner, parce que chaque chose était à sa place, quoi. Et on avait des repères. Et c'est vraiment le symbole d'une période où tout était à sa place, même si c'était difficile à vivre. Et pour beaucoup de gens, l'époque actuelle, elle part en sucette. On a le droit de tout faire. Du coup, c'est le bazar, quoi. On va chercher le bon côté de ce qu'on imagine être le bon côté de ces périodes-là. Le côté futuriste des années 60 ou 70, le côté bohème des années 70, le côté en rempart 2 des années 50, très, très codé. En fait, on veut voir le bon côté des choses, donc on va chercher ce qui nous arrange, quoi. Comment concilier les attentes de cette nouvelle génération d'actifs que vous décrivez avec celles déjà bien en place ? Dans le monde du travail, il y a plus de boomers et de X que de Z et bientôt d'alpha. Une des missions du bureau, c'est de recréer du lien générationnel, du lien social, du lien culturel. On a un peu trop taylorisé, on a un peu trop déshumanisé, on a un peu trop charté. On a oublié qu'il y avait des personnes qui investissent ces espaces et qui les font vivre et qui vivent dedans. C'est un lieu d'échange, de partage, de considération, d'éducation, de transmission, quoi. On a moins pensé à l'humain ces derniers temps. C'est-à-dire que voilà, on a pensé que les machines allaient remplacer l'humain. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'affect dans la notion de travail. C'est pas si déstructuré que ça. Donc il suffit de peu de choses pour réenchanter. Merci Vincent Grégoire d'avoir partagé vos réflexions avec nous pour ce cycle spécial aménagement. Merci. Merci à vous d'avoir suivi cette discussion. J'espère que cet échange vous a plu. Si c'est le cas, partagez et taguez-nous sur les réseaux sociaux. À bientôt. C'était Studio W par Workplace Magazine, un épisode réalisé avec le soutien de 3DS Group.